Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de français. On se retrouve pour effectuer le correctif du CESS 2025, puisque nous sommes à quelques jours de l'épreuve certificative externe 2026, qui est également un exercice de synthèse. Je me suis dit que ça valait la peine de faire une petite vidéo où on voit en quoi ça consistait en 2025, quelle était la problématique, de quoi parlaient les documents, et de donner une petite piqûre de rappel pour voir comment est-ce qu'on réalise une synthèse de documents. On va commencer par préciser une chose. Cette année, ça sera la dernière fois qu'on aura une épreuve de synthèse, puisque le CESS 2027 portera sur une autre compétence, compétence argumentative. Donc comme ça, vous êtes au courant. Si jamais dans le futur vous regardez cette vidéo en préparant votre CESS 2027, en fait, ça n'est pas la même compétence. Mais par contre, pour ceux qui le présentent dans 5 jours en 2026, c'est bien la même compétence et donc on va se plonger dedans. Alors, première chose à faire, c'est de lire les consignes. Les consignes, elles sont toujours plus ou moins les mêmes. Il y a vraiment une chose qui change, c'est le sujet et la problématique, hein. Et ici, on avait un corpus documentaire qui portait sur le marché du travail et les attentes des jeunes vis-à-vis du marché du travail. Et donc, il y avait ces deux problématiques. Quelles sont les attentes des jeunes à l'égard du monde du travail et qu'est-ce qui pourrait expliquer ces attentes? Alors, dans une vidéo précédente, j'avais expliqué que lorsqu'on se retrouve face à une problématique multiple, la meilleure chose à faire, c'était de prendre un tableau comparatif, enfin, il faut toujours faire un tableau comparatif de toute façon, et de déjà séquencer le tableau comparatif par problématique. Ici, on peut faire ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit le plus indiqué. Pourquoi? Parce que dans notre synthèse, ça sera beaucoup plus économe en termes de place de présenter chaque attente avec son explication. Ce serait très bizarre en fait de faire un paragraphe sur les attentes et un paragraphe sur les explications de ces attentes. A priori, on présente le phénomène et sa cause. Et donc on va plutôt essayer de voir si on peut faire émerger au sein des attentes des jeunes des sous-catégories thématiques. Donc on va un peu traiter cette problématique comme une seule problématique et on va donc supprimer cette ligne-là. Tac, tac, tac. On va plutôt essayer de distribuer et de faire émerger des catégories d'informations une fois qu'on aura tout. Par contre, on fait bien notre tableau comparatif avec les trois documents. C'est parti. On va donc. Alors, je ne vais pas faire les rappels de tout ça, etc. Les autres vidéos de ma chaîne couvrent bien les critères de ce que c'est qu'une synthèse, comment on fait une synthèse, etc. Donc ici, je vais partir vraiment du principe que vous avez vu les autres vidéos. Si ce n'est pas le cas, commencez peut-être par les voir. L'exercice est sensiblement le même. Ici, c'est vraiment une vidéo corrective, c'est pas une vidéo explicative. Ok, alors on a trois documents dans ce CESS 2025. On va commencer du coup la lecture. Et je rappelle du coup que... Alors ici on a une petite remarque sur ce que c'est que la génération X, Y et Z. Voilà, vous pouvez lire ça. Et ensuite on va commencer à traiter ce document. Je rappelle que donc moi, ce que je propose de faire quand on lit un document, c'est de s'arrêter régulièrement en ayant à chaque fois la problématique en tête et en se posant la question, en fait, qu'est-ce que ce document m'apprend par rapport à la problématique. C'est parti. Donc le document ci-dessous provient d'une enquête réalisée en Wallonie par le Forem qui est donc l'organisation, l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. En 2022, auprès de 31 319 jeunes de moins de 30 ans sortant des études et auprès de 8014 entreprises clientes du Forum. Les résultats de cette enquête se fondent sur 1116 réponses exploitables récoltées auprès des jeunes et 514 auprès des entreprises. Bon, ça veut dire qu'il y a du texte qui vient avant, hein, donc c'est un extrait. 5. Motivation des jeunes à postuler auprès d'une entreprise et atouts des entreprises. Le questionnaire envoyé aux jeunes demandeurs d'emploi posait la question de savoir quelle était leur motivation à postuler auprès de l'entreprise. Donc ici, pas d'information puisque c'est un court paragraphe, celui-là et les suivants, qui nous présente, qui nous cadre, qui nous présente le sujet et qui nous indique ici en l'occurrence qu'on va trouver des informations plus loin sur notre question, à savoir les motivations des jeunes. Attente, motivation, synonyme, hein.
Le questionnaire pour les entreprises proposait une question miroir qui demandait aux employeurs quels étaient leurs atouts, les atouts de leurs entreprises pour attirer des jeunes moins de 30 ans à la sortie des études. 9 propositions étaient faites, pour chacune d'entre elles, le répondant devait choisir une note allant de 1, ça n'a pas d'importance, à 10, indispensable. Un score moyen était calculé, là là. Alors ici, du coup, à chaque fois, vous allez avoir les indicateurs sur cette variable de 1 à 10. Par ordre de préférence, les jeunes indiquent d'abord rechercher un accès facile au lieu de travail. Puis viennent ex aequo l'ambiance de travail et les valeurs humaines de l'entreprise, la solidité et la stabilité de l'entreprise obtiennent une note de 8. Mais donc ici on a des éléments de réponse. Tout ce qui est mentionné ici va être des éléments de réponse. Donc on a l'accessibilité. Alors je rappelle le critère de reformulation, on ne va pas noter accès facile au lieu de travail, ça serait problématique. L'ambiance de travail et les valeurs humaines de l'entreprise, donc on va dire un positif. Et les valeurs humaines de l'ambiance. Yes. Et la solidité, la stabilité de l'entreprise, donc ça c'est un emploi stable. Ensuite, les perspectives salariales et les opportunités d'avancement. Donc, on va dire le salaire et les possibilités de carrière. Tac, tac, tac. Ces systèmes reçoivent des notes assez proches de 6. Ouais, ok. Les trois autres propositions totalisent des scores un peu plus faibles. Un style de management collaboratif, participatif, la notoriété de l'entreprise et des services connexes comme les crèches, salles de sport et autres. Donc ça, ici, on va certainement pas les noter puisqu'on vous dit que c'est les critères ayant eu le pire résultat. Donc ça veut dire que même si leurs résultats ont l'air corrects, ils sont vraiment présentés par cette étude comme les résultats les moins significatifs et donc il est hors de question de confondre ça avec une réponse. Il peut paraître étonnant que les perspectives salariales n'occupent pas le trio tête des préoccupations des jeunes. Ceux-ci semblent effectivement privilégier dans un premier temps un emploi proche auprès d'une entreprise où l'ambiance de travail et les valeurs humaines sont en adéquation avec leurs attentes. Nous verrons toutefois par la suite qu'en matière d'aspiration professionnelle à moyen terme, la situation financière apparaît bel et bien comme un critère de premier ordre. Donc ici, on est en train de dissocier deux choses. On vous dit qu'en début de carrière, les jeunes cherchent plutôt des entreprises proches avec une bonne ambiance et des bonnes valeurs, et que sur le long terme, des jeunes qui sont plus si jeunes que ça et qui commencent à avoir un matière d'aspiration professionnelle à moyen terme, donc qui commencent à être un peu installés dans le marché du travail, la situation financière remonte dans les priorités. Si tous les répondants, quel que soit leur niveau d'études, semblent s'accorder sur ce point, les jeunes âgés de 24 ans et plus paraissent néanmoins s'intéresser davantage aux questions de rémunération que les plus jeunes avec un score de 8 contre 7,5. Donc, ici, on peut vraiment se poser la question de est-ce que ça répond à notre problématique. Le fait de dire les plus jeunes cherchent moins un salaire élevé que les un peu moins jeunes, grosso modo, euh, ça répond pas à la question qu'est-ce qu'ils recherchent. Ça ne donne pas un nouvel élément d'attente, puisque la question ne nous pose pas la problématique ne nous demande pas de discriminer entre différents âges de jeunes, et ça répond pas vraiment à la question pourquoi est-ce qu'ils attendent ça. Donc en fait cette information-là, on va pas la noter. La première place de l'accessibilité au lieu de travail pourrait surprendre le lecteur. Différentes hypothèses peuvent être avancées pour l'expliquer. Ah, ça va nous intéresser. La hausse du coût des carburants joue sans doute un rôle dans le choix des jeunes demandeurs d'emploi. La période de l'enquête correspond au moment où cette question faisait la une de l'actualité. Donc là, on va le noter. Accessibilité, parce que hausse... Oh, on va peut-être même le noter comme ça. Non. On va le noter entre parenthèses à côté. Donc, coût du carburant. On peut également pointer le fait que de moins en moins de jeunes urbains détiennent le permis de conduire. En effet, des considérations en matière de qualité de vie, ne pas passer trop de temps en trajet, et des préoccupations environnementales pourraient aussi expliquer l'importance accordée à ce facteur. Donc là, on a plein de choses. On a pas de permis, on a qualité de vie,
On va même carrément mettre moins de temps de trajet. Et on va mettre engagement écologiste. Ok. En ce qui concerne les atouts mis en avant par les employeurs concernant leurs entreprises, certains rejoignent les préoccupations des jeunes, d'autres moins. Ça, on s'en fout complètement, puisque la problématique ne nous pose pas la question de savoir qu'est-ce que les employeurs pensent que les jeunes veulent. Si les employeurs semblent accorder plus d'importance que les jeunes à la notoriété de l'entreprise, la tendance semble inversée sur d'autres facteurs. En effet, les employeurs sous-estiment l'importance de l'accessibilité au lieu de travail, des perspectives salariales, des opportunités d'avancement. C'est également le cas des services connexes, 2,6 contre 5,8. Mais cet item occupant la dernière place, etc. Donc tout ça n'a aucune importance. L'enquête a ensuite abordé la question de la motivation à postuler sur une fonction ou un métier spécifique. Système de cotation de 1 à 10 et la réciprocité des items pour les jeunes et les employeurs a également été de mise. Les résultats montrent des scores relativement proches obtenus entre les réponses des jeunes demandeurs d'emploi et celles des employeurs. Okay. Ainsi, tant les jeunes que les employeurs placent le fait d'obtenir un contrat à durée indéterminée en première position, avec un score moyen de 8,2. Okay. Ici, ça a l'air d'être une nouvelle information, mais en fait pas du tout. Emploi stable, donc obtenir un CDI. C'est la même chose. La possibilité de se former et le contenu de la fonction complètent le podium. Ces trois facteurs concernent plutôt une perspective de carrière à long terme dans laquelle le jeune travailleur pourra s'épanouir et progresser. Donc ici, on va rajouter ça. Formation. Et il y avait quoi? Donc le contenu de la fonction. Donc c'est ça. Ok. Le fait de travailler en autonomie et la compatibilité entre la vie professionnelle et la vie privée. Ok, ça c'est nouveau. Donc l'autonomie, ok, et l'équilibre privé-pro. Les horaires flexibles et un poste à responsabilité sont considérés comme moins importants. Ok. Enfin, malgré son importance pendant la crise sanitaire, la possibilité de télétravail arrive en dernière position, donc on ne va pas la noter. Avec des notes assez faibles par rapport aux autres facteurs, 5,5 pour les demandeurs d'emploi jeunes, 4,5 pour les employeurs. Notons toutefois que les personnes de plus de 24 ans semblent plus intéressées par le télétravail. Oui, mais ça reste 6,7, ce qui est considéré comme un score faible dans cette étude, donc on ne le note pas. Le lecteur ne perdra pas de vue que ce sont les jeunes demandeurs d'emploi qui ont été interrogés. La possibilité de télétravailler, flexibilité des horaires et une bonne compatibilité avec la vie pro et la vie personnelle sont probablement des facteurs plus importants pour les personnes qui sont davantage établies dans la vie et qui ont fondé une famille, ce qui ne concerne pas notre problématique, donc on ne prend pas. Les répondants âgés de plus de 24 ans ont d'ailleurs davantage privé ces options dans leurs réponses, oui, mais toujours insuffisamment, donc on ne le prend pas. Les jeunes demandeurs d'emploi avaient par ailleurs la possibilité de s'exprimer dans un champ libre pour cette question, si les verbatims, donc si les textes, ainsi recueillis confirmaient des propositions déjà prévues dans cette question et la question précédente, 2 points nouveaux sont apparus. Ah, ça nous intéresse. Le premier concerne l'envie de quitter le domicile des parents, de devenir indépendant et de prendre sa vie en main. Donc là, on va mettre ça avec l'autonomie, donc indépendance. Le deuxième concerne l'éthique de l'employeur et sa position sur certaines questions comme la question environnementale. Ok. Certains jeunes désirent un travail en adéquation avec leurs idéaux. Alors ça, en fait, c'est déjà ici les valeurs positives, donc adéquation, donc le respect de leurs convictions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire un lien entre ça et ça. Donc la question écologique en fait se retrouve à la fois dans l'accessibilité, le coût du carburant, tout ça, et en même temps dans le respect de leurs convictions. Et si vous vous rappelez, ça va permettre de faire une information charnière et donc d'articuler le groupe thématique dans lequel celui-là se trouvera et le groupe thématique dans lequel celui-là se trouvera. Donc déjà ça on garde en tête, on va essayer de ne pas l'oublier. En ce qui concerne les employeurs, les verbatims, le champ libre, en plus d'insister sur certains aspects déjà abordés, comme point fort, ambiance de travail, valeur, tout ça n'a pas d'importance, ça ne concerne pas les revendications et les demandes des jeunes. Parmi ceux-ci, la jeunesse de l'entreprise qui devrait séduire les jeunes travailleurs, le coaching ou le parrainage des jeunes salariés, et un secteur en développement, gage stabilité, tout ça n'a
pas d'importance. Ok. Assez court, on a en fait eu euh, qu'une seule vraie explication hein, c'est la question de l'accessibilité qui a reçu effectivement vraiment une liste de causes. Le reste est un peu sous-entendu. On pourrait peut-être lier l'envie de prendre son indépendance avec la recherche d'un CDI, d'un emploi stable, mais on verra comment est-ce que tout ça s'articule. Document 2. La notion de génération Z entrave l'intégration des jeunes sur le marché du travail. Si enfermer tous les jeunes sous une même étiquette peut certes fournir un outil de gestion pratique, cela reflète mal la diversité des situations et la complexité des processus qui façonnent les rapports au travail. Classer les salariés en génération XYZ pose question. On s'aperçoit bien vite qu'il n'y a pas d'accord sur les limites chronologiques ou sur les qualités et les défauts supposés de chaque génération. Vivre à une même époque ne suffit pas à définir une expérience commune à toute une classe d'âge et les enquêtes empiriques vont à l'encontre des clichés sur une supposée spécificité des jeunes générations. Les boomers se sont, par exemple, vus reprocher dans les années 1970 certains traits communs avec ceux attribués aujourd'hui à la génération Y ou Z. Et oui, parce que les boomers ont été jeunes eux aussi. Des travaux sociologiques ont déjà tenté de rendre compte des conflits entre générations sur un lieu de travail, comme ceux de Stéphane Beau, Michel Pialou dans les usines Sochaux-Montbéliard. Dans l'industrie, une partie des ouvriers nés après la Deuxième Guerre avaient tenté en leur temps d'autres expériences de travail, et la plupart n'ont pas voulu que leurs enfants deviennent ouvriers. Le contexte culturel post-1968 et, localement, les changements organisationnels et les fermetures d'usines expliquent en partie leur déception face au travail et des relations difficiles avec les plus jeunes générations, parfois plus diplômées que leurs pères avec la création du baccalauréat professionnel. Alors ça, c'est très intéressant, ça ne répond pas du tout à notre question. Ici, on vous explique pourquoi est-ce que certaines personnes des générations précédentes ont du mal avec les jeunes de la génération actuelle, qu'on va donc appeler la génération Z. Euh, Ces travaux, à la suite desquels nous inscrivons les nôtres, montrent aussi que les conflits entre générations découlent souvent de politiques de ressources humaines. Alterner des phases sans embauche de jeunes, puis de recrutement précaire, traiter différemment jeunes et anciens, les séparer, voire les opposer, penser que le diplôme peut remplacer l'expérience, et tout un tas d'autres pratiques qui conduisent à la méfiance, une moindre transmission du métier et un accroissement des divergences. À nouveau, on nous explique pourquoi est-ce qu'il y a des clashs intergénérationnels, ça ne nous explique pas du tout ce que les jeunes attendent. Attention, ça ne répond pas bien à la question. Si enfermer tous les jeunes sous une même étiquette peut certes fournir un outil de gestion pratique, cela reflète mal la diversité des situations, c'était cette phrase-là, hein, et la complexité des processus qui façonnent le rapport au travail. Il ne faudrait pas oublier de prendre en compte les parcours individuels ainsi que l'importance de la transmission d'un métier et de l'intégration au sein du collectif de travail pour donner un sens aux efforts consentis au quotidien. Ok. Effet de parcours ou de génération. Le rapport au travail est notamment structuré. Donc je précise, tout ça ne répond pas à notre question. Soyez exigeant sur ce qui répond ou pas à votre problématique, sinon vous faites des hors-sujets. Le rapport au travail est notamment structuré par la position sociale. Les jeunes peu diplômés des régions touchées par le chômage soulignent plus que les autres l'importance d'avoir un emploi. Et cela vaut aussi bien pour les générations X, Y ou Z. Les plus diplômés d'entre eux ont Les plus diplômés ont, eux, davantage de marge de manœuvre pour expérimenter et trouver l'emploi qui leur convient. Alors, là, on commence. Ce qu'on nous dit, c'est que les jeunes, peu diplômés, euh, sont préoccupés à l'idée d'avoir un emploi, particulièrement dans les régions touchées par le chômage. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, ce que ça dit, c'est qu'ils cherchent des emplois stables, à voir, et ça nous donne des raisons. Donc, c'est le chômage important dans des régions. Et ils disent également que c'est plus le cas chez les jeunes qui sont moins diplômés, donc moins de possibilités liées à un faible niveau d'études. Donc là, on a un premier élément de réponse qui était un peu implicite, mais qui est pour le coup pertinent.
Des études qui suivent les mêmes personnes dans le temps, des études longitudinales, montrent en outre que les priorités peuvent évoluer avec les premières confrontations au monde du travail. Lors de la recherche d'un premier emploi, beaucoup souhaitent trouver un travail qui a du sens à leurs yeux, qui correspond à un domaine qui les passionne ou qui offre de bonnes rémunérations. Bon, on va noter tout ça. Donc un emploi qui... Donc un emploi. Un métier qui a du sens, qui correspond et une bonne rémunération. Au bout de 3 à 5 ans, ils mettront plutôt en avant la bonne ambiance de travail ou la recherche d'un équilibre. C'est plus comme premier critère. Donc là, on a bonne ambiance de travail, recherche d'un équilibre. Recherche d'un équilibre, ça c'est emploi stable, et bonne ambiance. Donc, cadre de travail agréable, positif. La socialisation professionnelle plus ou moins aboutie au sein d'un collectif de travail doit permettre de justifier ou non les efforts consentis et de construire puis d'entretenir l'intérêt pour une activité particulière. Deux illustrations issues d'entretiens informels pour une enquête en préparation sur les rapports au travail dans les entreprises de technologie, de l'information et de la communication en témoignent. On va relire cette phrase. La socialisation professionnelle plus ou moins aboutie au sein du collectif de travail. Donc ça veut dire, en gros, que le fait que le cadre de travail soit socialement satisfaisant ou non euh, peut justifier ou échouer à justifier le fait que les gens fassent des efforts au travail. Donc en gros, ce que ça dit, c'est que les gens ont plus de facilité, plus de raisons de fournir un effort au travail si jamais le cadre professionnel est un environnement social dans lequel ils ont des relations positives, etc. Ok, ça répond pas du tout à notre question. Moment de changement. Un jeune ingénieur UX designer, il a pour mission de diminuer au maximum les questions que peut se poser l'utilisateur d'un site internet, a fait plusieurs stages dans les startups. S'il a apprécié l'ambiance, il déplorait l'absence de contact avec d'autres personnes exerçant la même activité ainsi qu'un manque d'organisation. Des appels d'offres sur lesquels l'équipe avait beaucoup travaillé ont par exemple été manqués suite à un dépôt trop tardif. Pour son premier poste, il a ensuite choisi une entreprise qui propose des services numériques aux amateurs et collectionneurs de bandes dessinées. Pourtant lui-même passionné par le 9e art, il découvre que là encore son travail reste peu reconnu. Ses projets sont systématiquement critiqués par le créateur de l'entreprise, qui finit cependant par les adopter faute d'alternatives techniques viables. D'autres tâches de marketing, de saisie occupent une part croissance de son temps. L'absence de progression dans son métier le conduit à douter de ses choix de carrière. Il démissionne alors pour intégrer la filiale spécialisée en UX design d'un grand groupe. Le travail sur de gros projets avec d'autres UX designers ayant des expériences et formations différentes lui permet de renouer avec son intérêt initial pour la spécialité. Il n'envisage plus de changer de travail. L'autre exemple est celui d'un Français parti à 10. Alors là, ici, est-ce qu'on apprend vraiment des choses sur... Donc, on sait que parfois, on choisit... c'est un peu subtil. Donc ici, on nous parle de quelqu'un qui, au début, a choisi un métier passion parce qu'il était passionné de BD, donc il veut travailler pour un site BD, et au final, ça marche pas trop. Au final, l'organisation, la mauvaise communication dans la structure euh, le décourage, et du coup, il se dirige vers un groupe qui n'a rien à voir avec sa passion, mais par contre qui lui permet plus de progresser en termes de carrière, de travailler avec des gens qui ont de l'expérience, etc. Donc ça illustre un peu la transition de passer du métier qui a du sens, qui passionne, à avoir un emploi stable et avoir des possibilités de carrière, de formation. En revanche, il n'y a pas vraiment de nouvelles informations. Et éventuellement, on pourrait dire causé par des expériences professionnelles négatives. Donc le fait que son premier critère devienne un emploi qui fonctionne correctement et qui propose de la stabilité et de l'organisation
parce qu'il a eu des mauvaises expériences où c'était pas le cas. L'autre exemple est celui d'un Français parti à 19 ans. Alors oui, pardon. Les exemples, évidemment, sont à proscrire, hein, donc on va certainement pas commencer à rentrer dans ce niveau de détail-là, donc la majorité de ce qui est expliqué ici n'a pas d'importance. L'autre exemple est celui d'un Français parti à 19 ans étudier dans une capitale étrangère. À cause de l'épidémie liée au coronavirus, il n'a pas pu faire de stage dans son cursus. Après sa licence, pour connaître le monde du travail et gagner un peu d'argent, il se fait embaucher par une plateforme de livraison de repas pour laquelle il doit gérer depuis l'étranger les livreurs français. Pris en charge par une collègue expérimentée, il apprend vite et est bien noté. Euh, Est-ce que pour connaître le monde du travail et gagner un peu d'argent... Non, je pense pas que ça indique, parce qu'il n'est pas question de préférence et d'attente spécifique de sa part. La capacité de ses collègues plus âgés à jongler avec plusieurs écrans d'ordinateur tout en maintenant une bonne ambiance de travail dans l'équipe et avec les livreurs l'enthousiasme. Il peut donner du sens à son travail en trouvant des moyens d'arranger la vie et le travail des livreurs qu'il apprécie. Toutefois, arrive le moment où, pour augmenter la rentabilité, l'entreprise restructure le service et les algorithmes. Ses collègues les plus expérimentés trouvent d'autres emplois et les marges de manœuvre avec les livreurs disparaissent. Plusieurs salariés du service se mettent en arrêt pour burn-out. La reprise d'un master devient alors un moyen de fuir cet emploi devenu sans intérêt. Donc ici, ça nous informe aussi sur le fait qu'une des raisons, c'est les expériences professionnelles négatives, euh, burn-out. La jeunesse comme âge spécifique entre l'adolescence et l'âge adulte est une construction récente, comme l'expliquent les travaux du sociologue Olivier Galland. Elle a d'abord concerné les hommes de la bourgeoisie qui, au XIXe siècle, quittaient leur famille pour les études. Ce temps de liberté, d'expérimentation des idées, de mode de vie, de la sexualité, questionnait peu le futur travail déterminé par les études et l'origine familiale. À partir des années 1960, ce modèle va petit à petit se démocratiser avec l'extension d'études supérieures, la transformation structurelle du marché du travail, moins d'ouvriers, plus de professions intermédiaires et de cadres, l'apparition de nouvelles filières et de nouveaux métiers, et à partir de la fin des années 1970, la montée du chômage font que la recherche de soi et l'interrogation sur l'avenir se portent de plus en plus sur la carrière envisagée. La plupart des jeunes salariés doivent passer par une période plus ou moins longue suivant le diplôme de précarité. La promesse d'un emploi stable et d'une progression de carrière en contrepartie de la docilité et d'un fort investissement au départ s'avère de plus en plus illusoire. La situation que vivent les nouveaux entrants sur le marché du travail est paradoxale. Ils doivent, avec moins de repères que leurs aînés, trouver leur voie et faire leur place, alors même que la stabilité professionnelle et les collectifs de travail capables de transmettre un métier font de plus en plus défaut. En réaction, certains jeunes peuvent développer un rapport au temps paradoxal. Alors qu'ils savent par expérience, notamment les plus modestes, qu'un CDI reste indispensable pour faire des projets à long terme, donc ça, oui, c'est toujours la même chose, hein. Hum, Certains craignent de s'enfermer trop précocement dans une voie dont ils ne perçoivent pas l'intérêt. Alors, ouais, on va essayer de traiter tout ça et de voir ce que ça nous dit. Ceux qui en ont les moyens peuvent alors multiplier les expériences d'emploi et de formation. D'autres, à qui ne sont présentés que des emplois sans intérêt et mal payés, finissent par concevoir l'intérim comme un moyen de gagner un petit peu plus d'argent et de temps pour des activités plus valorisantes. Cette période reste toutefois vécue comme transitoire jusqu'au moment où l'on pourra enfin trouver sa place. Catégoriser et traiter chaque âge en fonction des clichés pas toujours validés par l'observation peut ainsi opposer les salariés, empêcher la coopération entre les âges et finalement rendre l'intégration des jeunes plus difficile. Il semble que ce ne soit pas un baby-foot ou des journées de bénévolat offertes à des associations qui vont fidéliser les jeunes entrants, mais la transmission d'un métier et la construction collective d'un sens positif au travail. Donc ici, on nous expliquait quelque chose d'intéressant. On nous disait que la promesse d'un emploi stable et d'une progression de carrière s'avère de plus en plus illusoire et que du coup, les jeunes vont peuvent chercher des emplois flexibles, euh, car les promesses, non, car les carrières n'offrent pas d'avancement réel, pas toujours.
Donc ça c'est un peu une nouvelle idée qui vient d'ailleurs contredire cette attente-là, hein, qui est le fait que chez certains jeunes on trouve au contraire un désir de fuir le cadre de carrière classique, de chercher de la stabilité, chercher à construire une carrière solide, parce que en fait le marché du travail ne le permet pas toujours et que du coup ils vont plutôt rechercher au contraire des emplois par intérim, des emplois flexibles qui leur permettent de garder plus de liberté puisque de toute façon ils n'arrivent pas à construire une carrière solide. Donc ça c'est une vraie information nouvelle. Ok, document 3. Donc ici vous voyez que bon, ce document 2 en fait il n'y a pas tant de points que ça, et la plupart des points qu'on a sont en répétition avec ça, ce qui est plutôt bon signe par ailleurs. Ça veut dire que c'est des points qui sont importants dans le contexte de la problématique. L'engagement politique par le travail, par Salomé Saké. L'un des aspects les plus frappants de la fracture générationnelle est le rapport des jeunes au travail et au choix d'une profession qui a du sens. Les critères de recherche d'emploi des jeunes ont changé depuis le début des années 2000, de même que la manière dont la génération Y investit la sphère du travail. L'argent n'est plus la motivation principale, le temps réservé à la vie privée, le sens et l'éthique sont devenus pour beaucoup des critères déterminants. Ok, beaucoup d'infos. Donc, le salaire n'est pas le plus important. Alors ici, pourquoi est-ce que je le note? Parce que techniquement, le fait de dire ce qui n'est pas important, ça ne dit pas ce qui est important. Mais on a ici la question du salaire. Et donc ici, on a deux documents qui se contredisent un peu, hein. L'un qui dit que bah oui, un bon salaire, ça reste une attente. L'autre qui dit qu'en fait, le salaire est mis de côté pour d'autres préoccupations. Et par contre, ici, donc on a l'équilibre privé-pro et la question donc le sens donné au travail et le respect des valeurs personnelles. L'exigence de sens, le renversement de la valeur travail. J'insiste encore ici sur la fracture sociale. En l'occurrence, il est certain que seuls ceux qui sont les plus dotés socialement, et parmi eux les détenteurs d'un CDI à plein temps, peuvent se permettre une réflexion politique autour du choix de leur emploi. Le souhait d'exercer une profession qui puisse contribuer à l'amélioration de la société reste un luxe. Mais une fois cette précaution posée, une rupture générationnelle s'observe dans certaines entreprises, au point que des livres entiers ont été écrits à ce sujet, à l'instar de Manager la génération Y. Une partie des jeunes veut travailler différemment, même s'il concerne les couches privilégiées de la jeunesse et qu'il est compliqué à mesurer. Ce phénomène n'est pas anecdotique. Premièrement, il est important pour 95% d'entre eux de préserver un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Ce qui en soi pourrait être considéré comme un acte politique, ne plus mettre la valeur travail au cœur de notre vie, ne plus faire de la carrière et de la rémunération une priorité absolue, sont des remises en question de la logique productiviste qui règne depuis les années 1960. Cela passe sans doute inaperçu, mais c'est bien à mes yeux une façon de participer à la création d'une société différente. On peut mettre ça. Euh, ne plus mettre le travail au centre de la vie. Deuxièmement, l'éthique et le sens donné à son métier sont des données que les jeunes prennent de plus en plus en compte. 65% d'entre eux se disent par exemple prêts à renoncer à postuler dans une entreprise qui ne prenne pas assez en compte l'environnement. Ok. Une étude détaillée en 2019 par l'INJEP annonce que 59% des jeunes considèrent que le fait d'être utile à la société dans le cadre de son emploi est important, voire très important. Le phénomène grandit d'année en année et il pourrait devenir majeur au vu de l'intensification des conséquences du réchauffement climatique. À quoi bon gagner beaucoup d'argent lorsqu'on participe activement à détruire la planète sur laquelle nous vivons tous? Ça c'est un exemple, hein. Et par là ses propres conditions d'existence. Comme je l'ai dit et répété, pardon pour ça, j'ai l'habitude, comme d'autres, d'être inaudible sur cette question. Cette évidence nous rattrape de plus en plus et on rebat les cartes de façon inédite dans le monde du travail. Et rebat les cartes de façon inédite dans le monde du travail. Non, on va peut-être le mentionner quand même. Donc on a respect des valeurs personnelles. Donc on a ici un peu deux idées. Euh, Vouloir être utile à la société et disqualifier certains emplois.
et l'exigence éthique quand les priorités changent. Sans en faire une généralité, mon parcours peut fournir un exemple intéressant du virage que peut prendre une carrière à la suite d'une prise de conscience écologique. À l'heure où j'écris ces lignes, je ne suis pas dans le besoin, mais je ne vis pas dans l'opulence non plus. Alors bien sûr que j'aimerais gagner un peu mieux ma vie, et je ne vais pas prétendre que l'argent ne m'intéresse pas, puisqu'il est synonyme de plus de confort. Je ne suis en rien supérieur moralement au reste de la population. Et je ne suis pas spécialement détaché de la matérialité ou de la société de consommation. Il fut un temps où moi aussi, je rêvais de mener un train de vie luxueux, mais aujourd'hui ce n'est plus mon objectif premier, la question éthique a pris le dessus et conduit dorénavant mes choix professionnels. Je refuse un bon nombre de collaborations avec des médias ne me semblant pas répondre aux critères d'intérêt général que je me suis défini, même s'ils me proposent 3 fois mon salaire. Et cette logique est aussi celle de certains étudiants en études supérieures. Fraîchement diplômés d'écoles de commerce ou d'ingénieurs, ils sont de plus en plus nombreux à déserter le système qui leur offre pourtant une place privilégiée en son sein et à refuser la pression sociale qui va avec. Jérémy, 22 ans, étudiant en école d'ingénieur à Grenoble, m'explique qu'il se bat pour convaincre ses camarades et ses directeurs de changer la nature de leur formation. J'ai été élu comme délégué et je porte un discours pour pousser vers une formation digne de ce nom quant aux enjeux sociaux écologiques de nos écoles. Tout ça donc se retrouve vraiment dans ceci. Il déplore que son établissement soit intimement lié aux industriels partenaires, nos potentiels futurs employeurs. Alors, avec quelques camarades, nous nous battons contre des murs qui refusent d'admettre que ce système n'est pas viable, qu'on ne sauvera pas le monde avec nos belles technologies mortifères. Marine Miller, journaliste au Monde, documente ce changement de mentalité au sein des grandes écoles dans La Révolte, enquête sur les jeunes élites face aux défis écologiques. Elle explique qu'une fraction de cette génération née à la fin des années 1990 et au début des années 2000 est la première à comprendre qu'elle sera la première à subir directement et de son vivant les conséquences du dérèglement climatique. Au fil des pages, elle retrace la trajectoire de ces futures élites en colère entre désertion et prise d'armes, qui, entre désertion et prise d'armes, ont changé leur vie pour mieux construire le monde de demain. Euh, on va noter cette formule. Et car elle touche cette génération plus directement. Car il touche, évidemment. Ok. Alors, ça fait les documents. En fait, ils n'étaient pas très longs. On n'a pas tant d'infos que ça. On va maintenant essayer de faire un tri par couleur, de voir s'il y a des catégories qui émergent. Bon, ça, évidemment, c'est la même chose que ça. Ça, c'est la même chose que ça. C'est la même chose que ça. C'est la même chose que ça. Là, on aura un choix à faire. Pourquoi? Parce que cadre de travail agréable et positif, on pourrait le mettre avec ça, mais on pourrait aussi le mettre plutôt avec ça. Moi, je pense qu'on va plutôt le mettre avec ça. C'est la question de la qualité de vie. Euh, Je pense qu'on va mettre l'accessibilité avec la qualité de vie et l'équilibre vie privée pro. Alors par contre, pour les questions de carrière, donc un emploi stable, une progression dans la carrière, un emploi stable, ou bien au contraire des emplois flexibles. Non, les emplois flexibles, on va plutôt au contraire les mettre avec l'équilibre vie privée, vie pro, l'autonomie, l'indépendance. Ouais, ça fait plus de sens. Et alors, la rémunération.
La rémunération, on peut sans doute la mettre dans la question de la carrière. Ok, donc ça nous fait 3 catégories thématiques. Donc on a une catégorie qui parle de la stabilité de l'emploi et du CDI, du salaire. Ah oui, effectivement, le salaire, t'es là-dedans. Le salaire, la progression de carrière, les formations, les postes intéressants, le CDI, la bonne rémunération. Tout ça, c'est les conditions matérielles du travail, on va dire. Et puis, on a ce qui concerne la qualité de vie avec l'accessibilité, l'autonomie, l'indépendance, l'équilibre vie privée-vie pro, l'équilibre vie privée-vie pro, la flexibilité. Ça qui fera en fait une bonne transition avec celui-là, justement. Et le cadre de travail agréable et positif, qu'on va mettre là. La place de celle-là se discuterait, mais je pense que ça fait sens et il y a moyen de bien l'expliquer. Et ensuite, les valeurs positives. En fait, l'ambiance. L'ambiance, c'est vraiment une information rouge. Euh, le respect des convictions, les valeurs positives, le sens de notre travail, le respect des valeurs personnelles, tout ça, c'est le bleu. Ok, bah en fait, on est prêt à rédiger. On a fait nos tableaux comparatifs, tout va bien. Alors, on va commencer par regarder le nom des documents, puisque on a une introduction à rédiger. Alors cette introduction, on commence par cette introduction doit faire 4 choses. Elle doit mettre en contexte le sujet, donc présenter le sujet et montrer en quoi est-ce que c'est un sujet intéressant, donc le mettre en contexte, l'ancrer dans le réel. Présenter la problématique et présenter le sujet, présenter la problématique et présenter nos sources. Euh, Certains professeurs peuvent demander à ce qu'on termine cette introduction par un plan dans lequel on va annoncer la structure. C'est pas nécessaire selon moi si la structure du travail est correctement explicite en elle-même. Il n'y a pas besoin de la présenter, mais ça, donc connaissez les attentes de votre professeur. Ok, donc comment est-ce qu'on va mettre cette thématique en contexte? On peut dire par exemple au cours des dernières années, la génération Z a fait son arrivée. Et cela soulève une série d'enjeux nouveaux. En effet, cette génération se distingue des préférences par ses attentes et sa vision du marché du travail. Nous allons donc... Alors ça, la question du nous, du je, c'est vraiment une histoire de chapelle. Pour le coup, alors il faut certainement pas parler en jeu ou en nous dans le corps du texte puisque vous ne faites que transmettre des informations, mais par contre dans la phrase qui consiste à dire ce que vous allez faire dans cette synthèse, donc poser les objectifs de votre synthèse, utiliser un nous, un je, c'est pas problématique. Maintenant on peut aussi tenter de le faire sans je, sans nous, donc cette synthèse répondra donc... Non. Alors on peut formuler la problématique de façon directe ou indirecte. Donc, soit cette synthèse répondra donc à la question suivante, deux points, ouvrez les guillemets, et on recopie la problématique. On va tenter de paraphraser. Cette synthèse tentera de, euh, de mettre en avant les attentes des jeunes de cette génération par rapport au marché du travail et les raisons de ces attentes. Sur base des documents suivants. Et là, c'est de l'écriture automatique, on n'a qu'à recopier. Alors, je ne vais pas faire de copier-coller, mais donc les attentes des jeunes par rapport à un employeur. L'enquête du forum, les attentes des jeunes par rapport à un employeur.
Non, les deux points ici sont pas utiles. Euh, la notion de génération Z entrave l'intégration des jeunes sur le marché du travail. Entrave quoi? Publié en 2022. Ok. Ici, on a combien de mots? On en a 126. C'est à peu près ce qu'il nous faut. L'introduction, elle fait souvent à peu près le quart. Entre 20 et 25%. Ok. Ah oui, parce que rien que citer les documents, ça prend du temps. Alors ça, sur la question de la citation de source, il y a deux approches, les deux sont valides. Faites ce que votre professeur demande, soit vous citez les sources dans l'introduction et vous ne le faites plus dans le corps de texte, soit vous ne le faites pas nécessairement dans l'introduction et par contre, vous citez les sources au fur et à mesure que vous présentez les informations. Il y a différentes façons de faire en fait. Faites ce que votre professeur vous a appris. Moi ici, c'est ça que j'apprends à mes élèves, donc c'est ça que je fais dans la mienne. Pour gagner de la place essentiellement, parce que je trouve qu'il n'y a pas moyen d'être complet dans les informations si jamais on doit à chaque fois citer Salomé Saké dit ceci, etc. Donc une fois que les sources sont posées en amont, on déroule sans citer. Ok, alors on va commencer par quoi? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait le plan. Qu'est-ce qui est le plus logique comme déroulé? Donc là, on doit réfléchir information charnière. On sait qu'on a un lien entre ça et ça. Donc il y a moyen de terminer le paragraphe rouge sur ils veulent de l'accessibilité parce que engagement écologiste et de dérouler ensuite sur le respect des valeurs personnelles. Ça c'est un lien qui marche bien, donc a priori le rouge vient avant le bleu. Ce serait plus bizarre de faire engagement... Ouais, ça a plus de sens de partir de ça pour aller vers ça. Donc d'enchasser cette information-ci sur base de cette information-ci. Donc la question c'est est-ce qu'on fait rouge, bleu, vert ou vert, rouge, bleu? Est-ce qu'il y a un lien à faire? Oui, ça, ça s'enchasse très bien avec tout le reste en fait. Avec la progression... Ouais, c'est ça. Cet élément-là, les carrières n'offrent pas toujours d'avancement réel, ça répond très bien à ça. Ça le contredit. Donc, donc on va faire vert, rouge, bleu. Ok. Donc ben, on va faire un paragraphe vert et donc on doit voir donc un emploi stable, obtenir un CDI, salaire, possibilité de carrière, formation, poste intéressant, avoir un emploi stable, CDI, fort chômage, certaines régions, moins de possibilités liées, etc. Ok. Bah, c'est parti. Tout d'abord, le salaire est une revendication. Alors, ça, comment traiter le salaire? Parce que l'importance, tout d'abord, pas toujours le critère. Cependant, donc non, on va pas mettre cependant, on va mettre en la stabilité. Euh, en effet,
une partie de la jeunesse craint de ne pas pouvoir trouver une place et recherche donc des postes assurant une stabilité. Ou d'un faible niveau de qualification ou d'études. De plus, les jeunes cherchent un poste dans lequel il est possible d'évoluer professionnellement, de se former, de côtoyer des collègues plus expérimentés. Ouais. On va peut-être rajouter la notion de CDI quand même. Qui souhaite, qui vise souvent l'obtention d'un CDI. Mais de côtoyer des collègues plus expérimentés pour progresser dans leur carrière. Ok. Donc là, on termine sur la notion de progression qui va nous permettre de... Cependant, ah non, on avait une idée supplémentaire, c'était les causés par des expériences professionnelles négatives, burn-out. Mais ça, est-ce que ça justifie vraiment ça? Ça, je pense qu'on va plutôt le mettre sur le bleu, en fait. Ok. Cependant, dans les faits, cette progression dans la carrière n'est pas toujours possible. C'est pourquoi beaucoup de jeunes renoncent à cet objectif et lui préfèrent des objectifs, lui préfèrent des critères de qualité de vie. Et donc là, on a tout ce qui est rouge, donc la flexibilité, le cadre positif, l'autonomie, l'indépendance, l'équilibre vie pro. Ah, ça est-ce qu'on ne le mettrait pas sur le vert plutôt? Si. Si, complètement. Cette stabilité doit leur permettre d'acquérir une autonomie et une émancipation par rapport au cadre familial. Préfère des critères de qualité de vie. Alors là, on a quoi comme critère de qualité de vie? Donc, la flexibilité de l'emploi. Donc, un emploi flexible. Ok. Proposer un bon équilibre vie privée, vie professionnelle. Ne plus mettre le travail au centre de la vie. Ouais. Permettant un bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Permet à certains jeunes de repenser leur vie en ne
qui ne se construit plus. La valeur travail, plus principalement. Ça, on doit encore faire. Et la question de l'ambiance du cadre de travail positif. Donc, d'autres jeunes fuyant des lieux de travail toxiques cherchent un emploi où l'ambiance sera positive et agréable. Enfin, l'accessibilité est un critère primordial. Accessibilité du lieu de travail. Pour de multiples raisons. Coût du carburant, pas de permis, moins de temps de trajet. Donc, le gain de temps, les économies sur l'essence, et la volonté de moins polluer par engagement, la volonté de respecter. Boum. Ok. Ouais, ça va être bien. 370. En effet. Donc là, on va peut-être faire un petit focus. Hein. Voyez les transitions, donc le fait d'avoir choisi des informations charnières. Et ici, donc, on terminait sur progresser dans la carrière, mais en fait, progresser dans la carrière, c'est pas toujours possible. Et donc, on prévit la flexibilité. D'où le connecteur logique, cependant, qui marque le fait que notre information charnière contredit directement l'information précédente. Ici, au contraire, ils veulent de l'accessibilité parce qu'ils veulent respecter l'environnement, moins consommer, moins polluer. En effet, le respect des engagements éthiques et des valeurs personnelles est un critère important pour un grand nombre de jeunes, même si là il y a quand même cette précision de même s'il concerne plutôt les même s'il concerne plutôt les jeunes. Quelle était la formule utilisée? Et là, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Les jeunes, de nombreux jeunes, ont un engagement climatique car ils savent que leur génération sera plus sévèrement touchée que les précédentes et cherchent un emploi qui ne soit pas destructeur sur ce plan. Ils cherchent également une activité, un emploi, un métier, un poste, un emploi qui est un métier du sens, qui contribue à créer, qui soit utile à la société. Ouais. Enfin,
lorsque c'est possible, les jeunes souhaitent travailler dans un métier qui les intéresse, dans un métier qui corresponde à une passion. Ok. Ouais. Donc là, je rappelle, hein, la consigne c'est 400 à 500, on est à 465, donc c'est parti pour la conclusion. En conclusion, les attentes sont multiples. Et donc là, moi ce que je recommande, c'est de résumer chaque paragraphe en une phrase. Un emploi stable et pérenne pour assurer leur avenir. C'est 15 mots. Il va peut-être falloir supprimer certaines choses. Donc ça, cette phrase-là résume ça. La conclusion, c'est vraiment très très expéditif. Un emploi qui permette une bonne qualité de vie privée et respecte voilà. Ça, c'est une conclusion efficace, me semble-t-il. Ouais, ok. Et donc, on est sur du 495 mots. Donc voilà, j'espère que ce correctif vous aura intéressé, j'espère qu'il vous aura aidé à y voir plus clair. Ici, donc la nouveauté par rapport aux synthèses qu'on a déjà faites, c'est vraiment le fait que il y avait deux questions, mais qu'en fait ces deux questions sont pas porteuses pour structurer les informations, et donc en fait les attentes et les causes de ces attentes, c'est vraiment une seule question, c'est qu'est-ce qu'ils veulent, et ouais, qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils veulent. Vous avez vu que c'est beaucoup plus naturel d'expliquer les raisons dans le même paragraphe que les attentes, sinon ça fait des trucs un peu bizarres d'anaphore. Et donc ici, il fallait vraiment faire cet exercice de faire émerger des catégories d'informations. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et que tout ça vous permet d'appréhender plus sereinement l'examen qui aura lieu ce vendredi. Excellente semaine, excellente soirée à vous et à bientôt.